Donc on repart. Donc, ubérisation, c'est-à-dire à partir du moment où alors tous les cols blancs sont en dehors de l'entreprise. Est-ce qu'il y a encore une entreprise ? Alors c'est vraiment la question de l'identité. Et est-ce qu'on arrive à s'identifier à cette entité qui est l'entreprise ? On a eu pendant le confinement beaucoup de personnes qui commençaient leur nouvel emploi. Ils avaient la livraison d'un casque, d'un ordinateur, d'un petit sac à dos. Donc ça, c'est leur kit de travail et voilà une connexion. L'onboarding à distance, voilà. On dit en langage de DRH 2020. Donc c'est vrai que vous avez de nouvelles personnes que vous n'avez jamais vues physiquement, qui sont dans l'entreprise. Alors ça se passe bien, vous pouvez faire... Mais c'est quoi la différence à ce moment-là avec un prestat, avec un indépendant, voilà, avec un... Eh bien c'est l'esprit et c'est le sentiment d'appartenance. Et ça, à mon sens, c'est le gros travail sur lequel doit travailler le DRH. Les jeunes générations, ils ont du boulot. Hein. Mais c'est passionnant, je crois que c'est ça. Quelqu'un qui a un projet retourné, en fait, t'as envie de recommencer. Mais j'en suis jamais parti. Oui, mais c'est plus DRH opérationnel, là, non, mais je crois qu'il faut savoir chaque chose en son temps. Ouais. Mais je pense que on vit une période incroyable, en fait. Quand vous avez un projet entrepreneurial, que vous pensez qu'il a du sens, il faut le vendre à des gens qui vont vous aider à le réaliser. Évidemment, en les rémunérant. Évidemment, si possible, en ayant des CDI. Mais vous aurez aussi, à côté de ça, d'autres statuts qui vont cohabiter. Et une fois de plus, le DRH, il aura à jouer avec tout ça. Et puis, il y aura des gens qui diront bon, c'est sympa ton truc, mais moi, je veux être à mon compte. Mince, je ne m'attendais pas à ça. Beaucoup de gens le font en Belgique, du côté de la Flandre. Et où il y a des statuts différents. Juste un truc. Le concept d'entreprise... Ça, c'est Alain Madelin qui m'avait expliqué ça. Tel qu'on le connaît, il est en fait très récent. Il a une centaine d'années, 150 ans de rassembler plusieurs centaines de personnes dans un même lieu. Et Alain Madelin explique bien que c'est lié en fait à la circulation de l'information. Et que tu avais besoin en fait de rassembler ces gens pour que... Évidemment, le digital fait exploser l'ensemble de ces soucis. Tu n'as plus besoin d'une entreprise peut-être. Plus sous la forme qu'on a connue. Plus sous la forme qu'on a connue. Et 1 million de personnes se sont immatriculées cette année. 1 million de personnes se sont... On dit je veux être chef d'entreprise, dont la quasi-totalité sera des boîtes toutes petites. Je sens que madame va réagir. Il faut nuancer, parce que c'est vrai qu'on voit que c'est ou justement les très jeunes ou les personnes de plus de 55 ans qui des fois ou ont perdu leur emploi ou n'arrivent pas à retrouver un nouvel emploi et donc se déclarent auto-entrepreneurs pour créer eux-mêmes leur emploi parce qu'en fait ils n'ont plus accès au marché du travail traditionnel. Donc c'est le cas. Attends, il n'empêche. Mais parce qu'on va donner Maître Capello. Maître Capello, oh là là, ça nous rajeunit pas, ça tu sais là. Oui, pour le coup. Il y a les jeunes qui nous écoutent, ils doivent se dire c'est qui ces vieux. Anne-Sophie, non, ça vous dit rien. Bim. Alors donc, 3 200 000 travailleurs indépendants, 70% sur la tranche d'âge 18-35 ans. Voilà. Plus de la moitié sont encore des développeurs, mais en fait, pour préparer cette émission, il y a notamment des gens que je connais bien, freelance.com. Je leur ai dit, qui est une grosse boîte cotée aujourd'hui, plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, est-ce que vous avez une ventilation claire des indépendants en France par activité ? Non. En fait, ça n'existe pas. Tu as du déclaratif d'Uber qui dit on en a 30 000, de Deliveroo, notamment sur les livreurs, hein, on en a 10 000, etc. Personne n'est capable de vérifier ces chiffres. Quand tu regardes dans les forums d'ailleurs des livreurs, c'est très intéressant, les syndicalistes disent, en fait ils mentent sur les chiffres des livreurs disponibles pour, rassurer les clients en disant, il y en a tellement, je vais être livré très très vite. 2, mettre la pression aux livreurs, il y en a tellement, il faut que je me magne parce que sinon je vais me faire piquer mon job. Bref, on est dans un flou total quand même. Voilà, je tenais juste à donner l'ensemble. Quand vous êtes auto-entrepreneur... 3 200 000. 3 200 000 travailleurs indépendants. Ils ne sont pas tous auto-entrepreneurs. Auto-entrepreneur, c'est un statut, pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est un statut particulier qui pour moi ne devrait pas perdurer. Tu as à peu près 1 500 000, dont 750 000 à peu près font du chiffre d'affaires, hein, c'est ça l'idée. Voilà. BGE, que j'ai la chance de présider, c'est 16 000 entreprises qu'on a créées, qu'on a aidé à créer l'année dernière, 16 000 entreprises en France, et l'objectif, c'est qu'ils soient pérennes, et 80% de celles-là vont continuer à vivre. Et ce n'est pas des petits auto-entrepreneurs. Vas-y, Anne-Sophie. Le problème, vous avez parlé de la fracture, mais il y a aussi vraiment pour moi ce qui est vraiment
vraiment central et surtout économiquement, c'est vraiment la contrainte. Et est-ce que tout ça, en fait, est contraint ou est choisi? Et ça va être ça, à mon sens, la vraie fracture dans le travail aujourd'hui entre, voilà, vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez, mais est-ce que c'est contraint ou est-ce que c'est choisi? Et des choses peuvent se faire où, eh bien, ça va être la mouvance ou le développement de l'entreprise. On parle, les fameux exemples en économie, c'est toujours le travail à temps partiel. Est-ce qu'il est contraint, est-ce qu'il est choisi? Quand vous interrogez les personnes qui sont à un travail à temps partiel, la majorité aimerait être à temps plein. Mais ce n'est pas possible. Et ça va être véritablement la fracture qui va être importante dans le travail, où on va retrouver le problème de la mondialisation, démondialisation. Les travailleurs qui sont victimes de ça, parce que leur poste va aussi être plus délocalisable, parce qu'on parle du télétravail. Vous pouvez en effet plus travailler à Paris, mais également en province, mais vous pouvez aussi aller dans un autre pays. Donc, il va y avoir aussi une augmentation des inégalités entre salariés en ayant des tâches qui peuvent être délocalisables dans d'autres pays où les coûts de main-d'œuvre peuvent être moins chers. Donc ça, ce sera aussi, à mon sens, un élément Sophie, important. on parle notamment de... Alors, c'est presque le troisième étage de la délocalisation du travail. C'est la délocalisation de l'ingénierie, par exemple, dont énormément d'ingénieurs parlent aujourd'hui. Exactement, en banque, enfin, dans beaucoup de secteurs où ça s'est développé, notamment, par exemple, en Inde. Donc là, c'est une vraie question. Donc c'est tout le problème des compétences, le problème de justement garder le travail. Mais là, c'est pas vraiment le télétravail, c'est vraiment l'opposition de gamme, la recherche dans l'innovation. Si, parce que c'est le télétravail. Parce qu'à partir du moment où l'ingénieur, il est, j'en sais rien, moi, il est à Chartres. C'est un des éléments, parce que c'est vrai qu'on a pu voir ça, où on peut justement télétravailler et aller ailleurs, mais ce que l'on a vu, on l'a vu pendant la crise, c'est que aussi pour beaucoup d'entreprises, il y a le sentiment de vouloir relocaliser pour être aussi plus proche du consommateur final, dans un contexte où il y aura de plus en plus d'externalités négatives très fortes, avec le coût du transport qui va exploser avec le réchauffement climatique, le marché du carbone. Donc on ne sera pas forcément que dans ces problématiques. Donc à mon sens, il y aura vraiment une fracture en fonction de votre secteur d'activité, de votre métier. Est-ce qu'il est télétravaillable ou pas? Quelles sont les concurrences? Et ceux qui n'ont pas du tout de concurrence et qui pourront en fait avoir tous les bénéfices du télétravail. Et c'est là où la fracture va être importante et on pourra avoir des risques de mouvements sociaux et de vraies fractures sociales au sens propre. Elle existe déjà, la fracture. Elle existe déjà, mais... Les camionnettes qui se promènent sur toutes les routes de France, juste en dessous de la taille du camion, qui viennent des pays d'Europe centrale. Ça a commencé comme ça, avant le télétravail, et ça continue, puisqu'eux ont le droit de circuler le week-end. Et les chauffeurs routiers hurlent. Je pense que cette régulation-là, il faut que les gouvernants s'en occupent, de façon peut-être plus ardue, et deux, les entreprises, elles ont à se gratter la tête devant ça. Qu'est-ce qui fait qu'on va garder un savoir-faire ici? Qu'est-ce qui va faire que c'est pas un travailleur d'un pays plus pauvre, si je peux me permettre, et qui sera beaucoup moins payé, qui va faire l'ingénierie à la place de mon ingénieur qui est à Chartres? Moi, j'ai entendu beaucoup dire, parce que, bon, ça, on n'en a pas parlé, mais pour le coup, ça a été répété vraiment l'année dernière. En gros, le télétravail, ça marche pour des tâches que vous avez l'habitude de faire et une organisation d'entreprise qui a l'habitude de faire. Quand il s'agit d'innover, quand il s'agit d'inventer, là, ça ne fonctionne pas. Donc, je me dis, pour le coup, je me demande si c'est pas un faux problème, si c'est pas une de ces nombreuses peurs. Mais quand vous êtes un salarié qui n'a pas un poste, vous devez innover ou vous devez. Les ingénieurs, par définition, quand même. Les ingénieurs, mais c'est pas la majorité des salariés. Non, mais quand on parle de la délocalisation de l'ingénierie, c'est le grand truc là qui nous. Voilà. Je pense qu'il y a une contradiction et on a une telle facilité à jouer à se faire peur avec l'ensemble de ces phénomènes de mondialisation. Tu vois, c'est Emmanuel. Alors, si je reviens là encore une fois à ma chapelle, ça fait quand même des années qu'on a traité la problématique, d'ailleurs avérée par certains aspects, de la délocalisation des activités et qui ont justifié des grands plans sociaux, etc. Je parle des années 90-2000, 2010 même, où on allait mettre des bouts entiers de trucs. Donc là, c'est plus perfide. Juste, j'ouvre une toute petite parenthèse et qui reste très, très, très réduite, en fait, en réalité. Oui, voilà. C'était ça que je voulais dire. Voilà. Donc ça, donc on se faisait peur avec ces mots, parce que c'était d'une violence extrême. En effet, si vous pouvez mettre la compta de telle magnifique entreprise à Bangalore ou même en Europe de l'Est, mais maintenant ça coûte déjà trop cher. Bref, ça fait peur quand même, parce que chacun se voit dans un dispositif saucissonné. Le télétravail est encore plus perfide, parce qu'il suffit de dire ça à personne. Simplement, Dupont, il n'est plus Dupont, mais il est un autre nom, à l'autre bout du monde. Il est à Bangalore. Parler à personne. Voilà, Chartres-Bangalore. Mais je pense néanmoins que le point de vue souligné par Stéphane est le bon. C'est-à-dire que, de toute façon, dans les coins, il y aura toujours des gens qui sont à New York ou Dieu sait où pour faire une chose donnée. Mais la réalité, c'est qu'on en revenait. Moi, j'aime bien l'idée de qu'est-ce qu'une entreprise, dans le fond. Et c'est vrai que l'entreprise, elle se traduit
traduit traditionnellement en droit comme la réunion de 3 contrats, un contrat d'associé, un contrat de travail et un contrat commercial. Et avec ça, vous avez une entreprise. Et c'est pas plus, il n'y a pas plus de contrats que ça. Avec ces 3 contrats, on bricole. Et dans les 3, il y a le contrat de travail. Et le contrat de travail, il est rudement bien défini par le droit français, sauf dans le Code du travail, mais enfin, il est rudement bien défini. Donc, la question de savoir si on peut... Mais j'aime bien cette idée, parce qu'elle est déjà en vigueur, mais cette idée que, dans le fond, l'entreprise serait désormais un lieu de nœud de contrats divers, en ce compris l'aimable auto-entrepreneur, la petite URL du coin, parce qu'il veut faire ça comme ça, parce que moi, je préfère... Bon. On voit se créer ce dispositif-là, et notamment dans la sphère dite de l'économie du savoir, des développeurs, des machins, où les personnes en question préfèrent nettement être indépendants, à la main de leur chiffre d'affaires et de leur développement, que d'être salariés d'une entreprise. Mais ces sujets-là présentent quelques rugosités avec le mantra de la définition du contrat de l'entreprise, tel que nous avons, tel que l'administration, la justice, le code, etc. Donc, c'est pas simple cette évolution-là, même si, là encore, retour sur la figure du télétravail, on peut imaginer une espèce de booster néanmoins à cette multiplicité de contrats, parce qu'à force de ne pas être là, si on gère mal ce caractère hybride, notamment dans le management et notamment dans les manières d'être ensemble de temps en temps sur site, on perd tout l'intérêt au-delà de l'innovation qui est majeure, etc. Mais on perd aussi le réseautage, se faire voir, simplement se faire voir, repérer, etc. pour participer de la culture d'entreprise et des promotions, enfin de la carrière professionnelle. Tout l'informel. Donc c'est très chouette de parler de toutes ces organisations qui se mettent en place, etc. Mais il n'empêche que ne serait-ce qu'une réunion où nous sommes tous les 4 ensemble en présentiel, selon ce terme épouvantable, et dans la petite télé, il y a Dupont, le dernier, etc., qu'on voit jamais en fait. Mais Dupont, il est là quand même, il participe avec nous, donc on regarde de temps en temps la caméra, si je puis dire. Au bout d'un moment, ça ne marche pas, la vérité. Je veux dire, je veux bien que... Mais ça ne marche pas si c'est toujours le même Dupont qui n'est pas là, etc. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne une nouvelle geste, de nouveaux rites, pour que être là ou on-off permette de cultiver, c'est très important pour la cohésion d'une entreprise, de cultiver le fait d'être ensemble. Sinon, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas là? Et je préfère à ce moment-là d'être indépendant. À la fin de la journée, c'est ça. Mais bien, c'est ça. C'est ça, il y a de nouvelles formes. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi des économies réalisées avec les locations de bureaux, avec justement le fait qu'il y ait moins de réunions. C'est aussi s'organiser différemment. Et pourquoi il y a eu cette augmentation de la productivité? Alors bien sûr, il y a eu ces histoires de temps de transport, mais il y a aussi une organisation qui est nouvelle. C'est-à-dire que les temps en télétravail, c'est là où vous produisez plus. Et par contre, les temps où vous rencontrez, vous êtes que en réunion, où vous êtes tout le temps ensemble, où vous faites un séminaire. Et donc, vous avez vraiment des temps dans votre semaine qui sont vraiment... Alors après, il faut en effet les définir, et là, c'est encore les DRH et l'entreprise. Moi, je pense dans ce que vous dites, fondamentalement, le management, il faut qu'il fasse son coming out. Il faut arrêter de manager comme on manageait dans le temps passé. Voilà. Je crois que quelque part, et les entreprises qui gagneront sont celles qui vont réussir ça. Tu as raison, Stéphane. On ne fait pas d'innovation chez le SAF en levure, chacun dans son bureau ou chacun chez soi. Il y a un lieu ressource, il y a peut-être du travail individuel, mais il y a du travail en collectif. Et la ressource, elle est dans le nord de la France. Donc ça veut dire que c'est tout à fait possible. Et personne ne va... C'est quoi dont tu as parlé là? Le SAFRE, la levure. Ouais, c'est une maison que vous ne connaissez pas, mais vous mangez le produit tous les matins, puis c'est de la levure pour le pain, ils sont champions du monde, ils vendent le produit dans le 100 pays, j'en parle évidemment avec beaucoup d'amour. Leader mondial de la levure. Voilà, boîte familiale, capital fermé, 2 milliards d'euros de chiffre. Voilà. Et évidemment, ils sont en train de monter un centre et on vend dans 200 pays. Donc Dassault, il peut se rhabiller. Excusez-moi. Voilà, anecdote passée. Et pour revenir à ce que vous dites, c'est ça qui est magnifique, je trouve, dans le boulot. Ça change quand même de ce qui se passait avant. Et ce challenge-là, si on n'est pas capable de le réussir, l'entreprise périclitera. Alors, exactement. Attends, vas-y. Emmanuel, parce qu'il faut quand même qu'on pose la question de l'ubérisation qui te regarde directement. Oui, c'est moi qui suis en charge. Oui. La micro-observation que je voulais faire, c'est que être tous ensemble et pas tous ensemble, il faut savoir le gérer, et que n'oublions pas surtout que ce télétravail peut être un cauchemar réalisé qui pourrait ne pas perdurer dans cette entreprise, qui commuerait ce temps dit de travail de loin au travers d'un mécanisme de contrôle délirant. Et nous avons un petit tropisme national sur ce goût prononcé pour le contrôle.
Et donc, en fait, entre une flexibilité bien comprise, mais comment tu contrôles quoi? Tu mets des caméras chez les gens? Les pisteurs, les je sais pas quoi, les loggers. Et alors ça, mais oui, mais le droit va nous protéger, là. Oui, non, mais le droit protège, mais après, le droit, il n'y a pas que le... Enfin, le droit, oui, le droit dit que c'est interdit. D'accord, ok. Mais une fois qu'on a dit ça, après, si tu veux faire du télétravail dans ma boîte, c'est comme ça, c'est de 9h à 5h, je veux voir le bip, je veux voir ta tête. On veut voir ta tête sur l'écran. Donc, si c'est pour faire ça, sans déconner, ça autant ne pas faire de télétravail et faire en sorte qu'on soit tous ensemble comme d'habitude, parce que ça sera un cauchemar qui créera des problèmes. Donc, les futurs litiges, les contentieux que je n'ai pas encore, je n'en ai pas vu un, ce sera ça. Ce sera une espèce de truc pervers, raté, en fait, qui ne va pas. Vous en avez parlé, un mot, parce que le temps tourne très vite, il faut quand même qu'on parle de l'ubérisation, qui est l'autre fait. La vie privée qui s'invite, oui, c'est aussi toute la question de vie privée, vie publique, votre emploi. Est-ce que vous allez répondre à plus de 21h, 22h? Alors bien sûr, là aussi, il y a le droit qui va dire non, mais est-ce que dans les faits, vous le faites, vous ne répondez pas? Le droit à la déconnexion, ça c'est vrai que c'est des vrais sujets, même s'il y a de la législation, est-ce que intellectuellement, vous arrivez à vous tombez dans l'escalier au milieu de la journée. Voilà. Alors, c'est accident du travail. Oui, alors, freelancing, ubérisation. Emmanuel, on en avait déjà discuté et tu as un point de vue là-dessus catégorique. Il faut laisser pour l'instant se développer largement. Donc quand même, la Californie va peut-être revoter. Donc, vous avez suivi un petit peu l'histoire. Au moment de l'élection présidentielle aux États-Unis, référendum en Californie. Les livreurs des plateformes, les travailleurs des plateformes doivent-ils être salariés? Non, disent les citoyens californiens. Il semble que ce référendum ait été cassé par un tribunal qu'il juge anticonstitutionnel. Évidemment, il y a appel sur ce jugement, donc on verra. Mais voilà, la question n'est peut-être pas tranchée. Et puis c'est les États-Unis d'Amérique. Et puis c'est les États-Unis d'Amérique. Mais enfin, oui, mais... Non, premier point important, Emmanuel, il n'y a pas en France, les tribunaux ne sont absolument pas unanimes sur les cas qui leur sont soumis en ce qui concerne comment est-ce qu'on va appeler ça, régularisation des travailleurs des plateformes. Ça s'appelle la requalification en voilà. contrat de travail. Et à la vérité, cette polémique encore ne cesse d'enfler. C'est-à-dire qu'on n'a pas dépassé le point culminant de cette polémique qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand nombre à la fois d'actions, mais finalement pas tant que ça, compte tenu de la fameuse grande jurisprudence qui est intervenue au titre d'Uber le 4 mars 2020, venant requalifier ce contrat de travail. Enfin, cette activité pour cette personne-là en contrat de travail. Et puis depuis lors, il y a des jurisprudences relativement différentes, différenciées, en plus selon les juridictions, selon les cas, selon les personnes, parce qu'à chaque fois, c'est une personne. Parce qu'encore une fois, c'est la requalification d'une relation contractuelle. Ça n'est pas « ah, vous vous appelez un tel, bon, ça s'appelle un salarié ipso facto ». Ça ne marche pas. C'est quand même... c'est une analyse qui doit être faite selon une casuistique et ce qu'on appelle le faisceau d'indices, étant précisé qu'on est en principe dans ce genre d'univers confronté à un contrat qui se veut être un contrat d'indépendant. Donc ça agrège beaucoup de sujets qui sont d'ordre juridique, étant précisé que du point de vue juridique, la loi a tranché en faveur, en quelque sorte, de l'existence de ce type d'activité, j'allais dire adossée à la figure de l'auto-entrepreneur ou du micro-entrepreneur. C'est licite en soi. C'est même une présomption de contrat indépendant. Après, c'est les conditions de mise en œuvre, etc. Donc c'est tout ce sujet-là, avec les outrances, qui sont propres aussi au développement peut-être relativement récent de ce genre d'activité, puisque si on prend la mobilité, ça vient en gros de 2012. Ça n'a pas 55 ans. Et puis, il y a des outrances, des machins, des compétitions. Enfin, on voit bien que c'est échevelé, mais pendant ce temps-là, le législateur, je parle de la France, essaye de mettre de l'ordre, et la dernière mise en ordre en date consiste à essayer d'organiser justement un lieu ou des moyens de négociation collective pour le secteur de la mobilité,
Donc c'est déjà un début. Alors certes, ça va mettre du temps parce que c'est évidemment pas simple, parce que si c'était si simple, on dirait que c'est des entreprises normales avec une entreprise avec un comité d'entreprise normal. Enfin, mais comme on n'a pas dit ça, c'est bien la preuve qu'on veut essayer de bâtir cette espèce d'entre-deux où il y a de la négociation collective sur des sujets qui sont importants pour ces travailleurs. Et donc l'idée, c'est que ces travailleurs élisent en fait des représentants. En quelque sorte, alors évidemment, oui, c'est ça, mais qui seront eux en capacité de négocier avec les donneurs d'ordre. Au niveau du secteur, alors après négocier sur quoi, donc ça pose la question de savoir sur quel sujet, mais il y aura surtout la création d'une autorité de régulation qui va, j'allais dire, chapeauter les modalités de cette négociation qui est encore une fois non seulement balbutiante, mais en train d'être créée sous nos yeux, donc il y aura certainement là encore du fine-tuning, hein, mais on essaye de donner... Enfin, ce que je vois là, moi, c'est que dans le fond, vous évoquiez le fait que j'ai été favorable à ce genre d'activité-là. Moi, je dis qu'il faut aller jusqu'au bout de la possibilité de voir si ça marche, en fait. Pas au point que ce soit un cauchemar à tous les coins de rue. Et sincèrement, ça n'est pas nécessairement un cauchemar, ni pour tous, ni pour la protection sociale, parce qu'il y a une protection sociale, mais il faut payer ses charges sociales, hein, passant. Et puis, il y a des protections qui sont conférées, etc. Et donc, ça se construit. Voilà, les choses se construisent. Voilà, laissez les choses se construire, Philippe. Oui, laissez les choses se construire, être certain qu'on peut vivre de ça et pas survivre. Est-ce que ces professions-là, c'est les professions où on survit? Enfin, regardez les gens qui sont en vélo avec des petits sacs sur le dos, là. Excusez-moi, la couleur de leur peau, ce qu'ils font, ils sont essoufflés ou autre. Est-ce qu'on peut vivre? Et c'est effectivement aujourd'hui à réfléchir à ça. Deux, ne faisons pas d'un travailleur pauvre un petit patron pauvre. Ça n'a pas de sens. Donc, que le législateur s'occupe de regarder ce que ça donne, pas de problème. Il est où l'équilibre économique? Est-ce qu'il faut qu'il travaille 70 heures dans la semaine pour réussir à avoir la moitié du SMIC ou pas? Non. Ok. En l'occurrence, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En l'occurrence, c'est très bien. Si on perd col, il y aura toujours celui qui. Tu sais, très bien. Philippe, ça c'est un vrai sujet de réflexion. C'est-à-dire, on a décidé qu'à un moment, enfin, médiatiquement, c'était les nouveaux galériens. Il y a ça et les gens qui travaillent dans les entrepôts d'Amazon. Bon, ok. Je connais, par exemple, l'industrie agroalimentaire, pas le groupe Avril, hein, la petite industrie agroalimentaire. Voilà. Moi, je voudrais que les gars qui nous disent que les types qui sont en vélo à livrer des repas sont les nouveaux galériens, aillent passer quelques heures sur des chaînes de production de petite industrie agroalimentaire où on travaille à 4 degrés et où on est au cul des abattoirs et où l'odeur est insupportable. Voilà. Donc, tu vois, il y a une réalité du travail qui est niée aussi par l'ensemble de ceux qui disent « Mon Dieu, cacher cette indépendance ». Je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça qu'il faut les faire s'exprimer, être capable d'entendre que des gens qui font ce genre de métier en vivent, d'accord? Peut-être pas grassement, mais ils en vivent. Ouais. Deux, dans les petites boîtes, c'est le problème de l'emploi aujourd'hui. Hein. Comment ça se fait qu'on ne trouve pas? Je dis, c'est bizarre. Moi, je connais des petites boîtes, elles recrutent, elles n'ont pas de problème. Moi, je suis président d'une association avec 10 personnes, j'ai aucun problème à recruter. Alors qu'il y en a d'autres, des petites de l'agroalimentaire, mais il ne faut pas les stigmatiser. Il y en a d'autres secteurs que je le connais qui, effectivement, mais je pense que quelque part, il faut là-dessus réinventer la chose. Alors, on parlait beaucoup des DRH, des grandes boîtes, mais la France, c'est une collection de PME. Oui, les grandes boîtes, c'est pas l'annexe, mais c'est pas la majorité. 200 000 sur 3,6 millions. Voilà, vous avez les chiffres, vous avez vu, ça fait même pas 8%. Évidemment, voilà. Évidemment. Et donc, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui... Mais attention, on concentre la moitié de l'emploi. Hein. Oui. C'est 225 000. Oui, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment une PME est attractive, et il y en a beaucoup. Comment on peut avoir cette forme de travail et qui correspond à des choses et effectivement, battons le faire sur les idées reçues qui n'ont pas de sens, dire c'est les galériens, je ne l'ai pas prononcé, c'est toi qui l'as prononcé. Oui, d'accord. Mais il faut encore, je pense qu'il faut aussi leur donner la parole. Ouais. La meilleure chose, c'est la parole aux gens qui travaillent. Donc c'est le rapport de l'ancien DRH d'Orange, Bruno Mettling, hein, qui est vraiment à regarder ça avec l'ensemble des parties prenantes. Et effectivement, c'est d'essayer de faire émerger des représentants. Voilà, parce que Bruno dit, et je pense que tu es d'accord là-dessus, il ne faut surtout pas de statut intermédiaire. Il ne faut surtout pas un espèce de truc entre l'indépendant et le salariat. Les Anglais l'ont fait, mais ça, ce serait... enfin, en tout cas, Bruno dit... Anne-Sophie, comment est-ce que tu regardes ce sujet? C'est vrai qu'économiquement, on va être vers une augmentation très importante des indépendants par rapport au salariat traditionnel. Alors, pas peut-être sur les 5-10 prochaines années, hein, c'est vraiment des tendances de long terme. Absolument. Parce que, voilà, il y a une transformation qui est vraiment globale, on l'a parlé, où est-ce qu'on va travailler,
salariés, il y a le problème du vieillissement de la population, il y a le problème de la numérisation. Il y aura des très très grands changements, mais on va dire vraiment structurels, macroéconomiques, qui font qu'il y aura un changement et donc il y aura de plus en plus d'indépendants pour pouvoir s'organiser, parce que ça va vraiment devenir l'objectif premier de pouvoir s'organiser, d'être maître de son temps. Donc après, ça dépend des secteurs, mais en tout cas, ça va être quelque chose qui va beaucoup se développer. Et puis de pouvoir travailler quand on veut, à quel prix, etc. On revient toujours au problème du choix et de la contrainte. Alors le problème économiquement, c'est dans quel marché du travail vous êtes. Est-ce que vous êtes dans un marché flexible ou est-ce que vous êtes dans un marché où vous avez beaucoup plus de barrières? On voit aux États-Unis pourquoi on dit c'est l'essor, etc. Parce que vous êtes dans un marché très flexible, vous avez moins de contraintes. Donc enfin, en effet, comme actuellement vous avez un boom de la demande, eh bien c'est excessivement facile, vous allez très très bien gagner et donc les services vont vraiment être en premier lieu et donc c'est très positif. Mais demain, vous avez en effet la crise du Covid, vous n'avez plus rien. En France, vous avez un système qui est plus protecteur, ce qui est positif, mais le problème c'est que vous avez les insiders et les outsiders et que les outs paient le prix maximum. Et ça va être ça, en fait, l'enjeu, l'histoire de la contrainte, et de se dire, on va être dans ce développement des indépendants, mais est-ce que c'est vraiment un choix de l'être, ou c'est une contrainte parce que je trouve plus d'emplois? Vous avez cité les parce que les je trouve plus d'emplois, ou parce que la structure de l'emploi telle qu'elle est aujourd'hui, notamment pour le salarié au SMIC, on en a énormément parlé, c'est insupportable, est aujourd'hui, est aujourd'hui. Mais il ne faut pas que ça pallie au fait qu'il y a un échec des politiques d'emploi et de formation et qu'on utilise ça pour pallier le fait en disant il n'y a pas de formation correcte ou on n'a pas eu de véritables problématiques et de politique publique sur quelle formation, et donc on offre et on développe. 1 minute 30, il nous reste 1 minute 30. Vous avez dit à plusieurs reprises, dans le fond, le problème c'est la contrainte ou pas la contrainte, je le veux ou pas. Ça c'est une clé psychologique mais pas juridique. C'est-à-dire que juridiquement, c'est ou pas un contrat dit de travail ou un contrat bien ou mal. Parce que là on a le sentiment que, alors du coup c'est bien ou mal. Certes, ça participe du bien ou mal, mais dans l'univers du salariat qui a l'air d'avoir toutes les lumières, le halo lumineux du bien-être, etc. La dernière fois qu'on a regardé, c'est quand même pas non plus Noël. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus génial. La contrainte y est assez souvent généralisée. Me paraît exister de manière assez substantielle, y compris dans cet univers qui était l'univers hégémonique et pratiquement uniforme de notre marché du travail. Donc, tout lire à l'aune de la volonté, de la vraie volonté, la volonté, ça l'aspect me paraît aussi, l'aspect tendancieux. Les amis, il n'empêche que c'est un autre. On a fini, on est au bout. C'est le chef d'entreprise qui fera que ça sera bien, et le salariat ou pas le salariat, c'est qu'est-ce que tu proposes aux gens. Voilà. Et aujourd'hui, en France, je crois qu'il faut s'ouvrir à tout ça. C'est une forme nouvelle. Philippe, ces mutations du travail qu'on vient de décrire pendant 1 heure sont une chance formidable. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est à nous de les saisir, de ne pas s'inventer des peurs. Surtout, voilà. Surtout. Et d'améliorer ce qu'il y a lieu d'améliorer. Et on peut. Voilà les amis, 1 heure autour du travail. On se retrouve demain, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve lundi. Voilà, avec une bouteille d'huile d'olive.